Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire dédié à la gestion du stress. Je m'appelle Thierry Gatineau, je suis responsable du programme La santé de votre enfant et je vous remercie de participer à ce webinaire. Je suis accompagné pour ce webinaire de Carole Testa qui interviendra sur l'ensemble de ce webinaire pour l'animation et de ma collègue Nathalie qui s'occupera des questions-réponses, des transitions. Vous pourrez poser les questions sur le fil, sur le chat, sur le côté, et puis on les abordera au fur et à mesure. La santé de votre enfant, c'est un de nos 3 grands programmes de prévention dédiés aux parents d'enfants, de la naissance à 17 ans. On a 2 autres programmes chez Harmonie Mutuelle qui sont consacrés aux adhérents à partir de 50 ans et à la santé féminine. Je vous mets ici la liste des webinaires. Alors en effet, on arrive à pas loin de la fin de l'année. Le 14 novembre, c'est trop tard. Le 26 novembre, c'est aujourd'hui. Et on a encore 2 webinaires. Il y a une petite erreur dans le slide. Je m'en excuse. Le 10 décembre, dédié à la génération numérique, gare aux addictions. Et le 19 décembre, un dernier temps calme et joyeux avant Noël. Comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Et je vais passer maintenant la parole à Carole. Carole, c'est à vous. Merci Thierry. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Carole Testa, je suis coach parental. Je suis formée en discipline positive pour les parents et pour les groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Et je me suis formée à la prévention, au diagnostic et au traitement du burn-out parental auprès de l'Institut du burn-out parental qui s'appelle aujourd'hui Training Institute of Psychology and Health à l'Université de Louvain. Voilà, donc on va parler du stress parental et des risques de burn-out parental. Alors, le stress, pour les parents, il a toujours existé. Puisque c'est de toute façon une responsabilité d'élever des enfants, mais il a beaucoup augmenté au XXe siècle. Au XXe siècle, qu'est-ce qu'on a vu émerger, notamment dans l'après-guerre? On a vu émerger une société capitaliste, individualiste, qui a donné des impératifs de réussite, y compris de réussite en tant que parent, de réussite dans l'éducation de ses enfants. Donc une pression accrue sur les parents concernant tout ce qui concerne l'éducation des enfants et les soins à apporter aux enfants. Cette pression, elle a été portée et soutenue par les nombreuses recherches en psychologie sur le développement de l'enfant et la vulgarisation de ces recherches. Voilà, vous avez tous lu ou vu des livres sur comment être un bon parent, comment bien s'occuper de ses enfants, est-ce qu'il faut punir, est-ce qu'il faut... voilà, des tas de livres sur comment être un bon parent. Et donc, c'est en parallèle des injonctions sociétales à être un bon parent et aussi à être heureux, à être épanoui, à être au top dans sa vie personnelle, dans sa vie affective, dans sa vie professionnelle. Voilà, donc toutes ces injonctions, elles en soi, c'est très intéressant et c'est super de penser à l'épanouissement des personnes et des enfants, mais accumuler, ça donne beaucoup de stress. Et j'ai oublié de parler aussi de la Convention internationale des droits de l'enfant qui liste une 50aine de droits pour les enfants et donc autant de devoirs pour les parents. Voilà. Et donc, parmi ces droits, est-ce qu'on peut changer de slide? Ah, c'est moi qui le fais, pardon. Voilà, donc l'idéal du parent parfait, il consiste en plusieurs types d'injonctions. Donc d'abord l'injonction de passer du temps et du temps de qualité avec ses enfants. Donc leur faire des activités épanouissantes et leur consacrer du temps pour les ouvrir au monde, leur faire découvrir l'art, la créativité, etc. Et
tous ces diktats, tous ces idéaux sont évidemment relayés par les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous voyez toujours le superbe gâteau d'anniversaire que les parents ont fait pour le petit dernier. Vous voyez à quel point on s'est bien amusé à la piscine ou au parc de jeux, et vous ne voyez jamais des photos de parents qui disent ah là là, je me suis énervé, j'ai crié contre mes enfants, je suis pas fière de moi. Vous voyez toujours le meilleur, et donc ça donne un biais qui fait qu'on a l'impression que tous les autres parents sont meilleurs que nous et se débrouillent mieux que nous. Voilà, donc l'idéal du parent parfait, c'est un idéal inatteignable, hein, bien sûr, mais qui est relayé partout autour de nous. L'idéal du parent parfait, c'est aussi offrir toutes les conditions de vie idéales pour les enfants. Donc, leur donner une alimentation saine, équilibrée, bio, voilà, permettre un sommeil de qualité, faire en sorte qu'ils se couchent tôt, qu'ils dorment bien, qu'ils aient le bon doudou, voilà. Donc, des conditions de vie idéales, avec bien sûr une famille unie. Et un environnement social idéal. Et puis l'idéal le plus difficile à tenir, hein, le plus impossible, c'est d'être toujours dans l'amour, dans l'écoute et dans la patience. Et ça, voilà, vous le voyez comme sur cette photo, vous le voyez sur les réseaux sociaux, mais voilà, on croit que c'est comme ça qu'on doit être un bon parent, sauf qu'évidemment, ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Vous m'arrêtez, Nathalie, s'il y a déjà des questions dans le chat ou pas encore. Non, pour l'instant, pas encore de questions, Caroline. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui permet aux parents d'être des bons parents et ce qui permet aux enfants d'être heureux, c'est un équilibre entre les éléments de stress que tous les parents connaissent dans une vie de parents. Voilà, c'est normal. Il y a des moments stressants, il y a des moments fatigants, des moments où on manque de sommeil parce que quand on a un bébé, il dort pas bien, donc on est fatigué. Quand on a des enfants qui rentrent à l'école, qui font leur première rentrée scolaire, c'est un peu stressant. L'enfant pleure, il s'accroche à maman ou à papa, donc c'est éprouvant pour les parents. Quand il rentre au lycée, on s'angoisse de est-ce qu'il va réussir, voilà, il y a plein de moments comme ça où en tant que parent, on est inquiet, on est fatigué, on est stressé. Et puis il y a bien sûr des moments épanouissants, évidemment, hein, sinon ce serait vraiment triste. Donc une vie de parent, c'est cet équilibre-là, c'est cette recherche d'équilibre-là. Et donc le stress, il est normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le burn-out parental, il arrive non pas lorsqu'on a trop de stress, mais lorsque on a beaucoup de stress qui n'est pas compensé par des ressources. Et ces ressources, elles peuvent être autour de nous. Donc dans notre environnement familial, ça peut être le conjoint, la famille élargie, les grands-parents, et ça peut être bien sûr les voisins, les parents des copains et des copines des enfants, voilà. Donc quand on a suffisamment de ressources, donc extérieures, j'ai dit, et de ressources intérieures, c'est-à-dire la capacité à se calmer, à être fier de soi en tant que parent et à se dire je fais de mon mieux et tout va bien. Hein. Donc quand on a ces ressources-là qui viennent équilibrer les éléments stressants, ça va, ça tient. Mais supposez que vous avez beaucoup d'éléments de stress et que en face on a les ressources mais juste
et que vous voyez que si la balance est à l'équilibre mais tout juste, et que tout d'un coup il y a un élément qui survient, un accident ou un des parents qui trouve un nouveau boulot et qui doit partir en déplacement fréquemment, et ben du coup ce stresseur supplémentaire il va déséquilibrer la balance, et c'est là qu'on va avoir des risques de burn-out parental. Alors, le burn-out parental, qu'est-ce que c'est ? C'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes, un syndrome d'épuisement physique et psychique. Il touche une bonne proportion de parents en France et dans le monde occidental, donc 6%, entre 6 et 8% selon les études. Et c'est important de remarquer que c'est le cas dans le monde occidental, mais c'est pas le cas dans d'autres régions du monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, par exemple, on a des taux de burn-out parental beaucoup plus faibles. Donc, comme je l'ai dit, il touche des parents qui sont exposés à un stress chronique ou régulier et qui, à un moment donné, manquent de ressources pour y faire face. Je ne vais pas trop m'appesantir sur les conséquences, parce qu'on va plutôt parler des solutions, mais les conséquences, elles peuvent être graves, bien sûr, sur le parent lui-même, parce que l'épuisement peut avoir l'épuisement et le stress peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé psychique et physique. Hein, l'Institut du burn-out parental a mesuré, a fait de nombreuses études pendant plusieurs années sur des milliers de parents dans le monde entier, et ils ont observé que le taux de cortisol qu'ils ont analysé à l'intérieur des cheveux, les cheveux des parents volontaires, donc ce taux de cortisol, l'hormone du stress, il était beaucoup plus élevé que chez des personnes qui étaient victimes de traumatisme ou des personnes qui avaient un burn-out professionnel. Voilà. Tout simplement parce que quand on a un burn-out professionnel, eh ben on se met en arrêt maladie et on se repose à la maison. Mais quand on a un burn-out parental, eh ben on peut pas se reposer de ses enfants, on ne peut pas changer d'enfants et on peut pas les abandonner. Voilà. Donc des conséquences importantes sur la santé, sur le couple, parce que quand un parent est en burn-out parental, évidemment ça rejaillit sur le couple et puis sur les enfants, parce que on va le voir après, ce que ça peut générer sur les enfants, ça peut générer de la maltraitance ou de la négligence. Voilà. Donc c'est important de prévenir et de faire attention aux signaux. Alors les signaux, justement, donc comme je l'ai dit, c'est... Oui. Excusez-moi. On a déjà 2 questions. Sabrina nous demande si le burn-out parental est comme une forme de dépression. Non, non, c'est pas la même chose. Le burn-out parental, c'est lié au stress, alors que la dépression, pas forcément. Par contre, il peut dégénérer en dépression s'il n'est pas prévenu ou s'il n'est pas soigné. Mais c'est pas la même chose. D'accord, merci. Et Claire nous demande, les femmes en couple hétérosexuel sont-elles plus touchées par le burn-out que les couples de femmes ? Ok. Alors, je vous ai préparé un petit quiz et je répondrai à cette question dans le quiz, si vous voulez bien. Je crois que c'est après. Voilà. Alors, l'épuisement lié à son rôle de parent, donc il faut être attentif à sa fatigue. Hein. Comme je l'ai dit au début, c'est normal d'être fatigué quand on est parent, mais l'épuisement, par contre, un épuisement qui fait que quand on dort, on se réveille aussi fatigué ou plus fatigué que la veille. Voilà, ça c'est pas normal, ça doit nous alerter. La perte d'épanouissement parental, c'est-à-dire quand on sent qu'on rentre à la maison ou qu'on va chercher les enfants à la crèche ou à l'école et que ça ne nous fait plus plaisir, ça aussi c'est un signe à prendre en compte. La distanciation émotionnelle et affective avec les enfants.
Voilà. Vous voyez comment ça descend en cascade. Hein. Je suis fatiguée, j'ai plus de plaisir ou moins de plaisir à être avec mes enfants. Et donc, comme j'ai beaucoup de stress et je me sens en danger dû à ce stress et à cette fatigue, et ben du coup, je vais essayer de me protéger. C'est une réaction normale, naturelle de protection qui apporte qui entraîne cette distance émotionnelle et affective. Et les parents qui sont en burn-out ou qui sont au bord du burn-out peuvent dire: j'aime toujours mes enfants, mais j'ai plus envie de communiquer avec eux, j'ai plus envie d'entendre le mot maman ou papa. Je m'en fiche. Au bout de l'épuisement, il y a des parents qui disent: mais franchement, je vois que ça se passe pas bien, hein, mais je vois qu'ils pleurent, mais là, je m'en fiche, je peux plus. Voilà. Et donc, quand on en arrive là, alors qu'on a été un bon parent, un parent aimant, dévoué, ou quand on a rêvé d'être ce parent idéal dont on parlait au début, et ben quand on en arrive là, ben, ça crée un contraste hyper douloureux. Entre cette image du bon parent que j'ai rêvé d'être ou que j'ai été, et le parent épuisé que je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est les 4 signes du burn-out. Et donc voilà, c'est important d'y être attentif et de pas se dire: oui, mais tant pis, je suis fatiguée, mais tant pis, je continue quand même, sans faire attention, sans prendre soin de moi, parce que c'est important de prendre en compte les signaux et d'agir avant la dégradation. Alors, nous voici au niveau des clichés. Donc le burn-out parental. Alors là, je crois que vous avez dit, Nathalie, qu'il y a un sondage et que vous pouvez répondre directement dans le sondage. Donc le burn-out parental concerne seulement les femmes et pas les hommes. Est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que oui, déjà des réponses? Alors, 83%, les personnes qui ont répondu ont mis que c'était faux. Oui, et bien tout à fait, gagné. Bien sûr, ça ne concerne pas seulement c'était faux, pardon. Le burn-out parental concerne seulement les femmes et pas les hommes. Oui, c'est faux. Les hommes aussi peuvent être concernés. Ça concerne en majorité les femmes parce que encore à l'heure actuelle, les femmes assument en moyenne 70% des tâches ménagères et liées à la maison et aux enfants. Et donc les femmes sont plus exposées aux stresseurs de la parentalité. Par contre, les hommes, quand ils y sont exposés, ils ont moins d'outils pour faire face. Et donc, ils sont plus fragiles. Quand un homme, par exemple, se retrouve seul, veuf ou divorcé, s'il se retrouve seul à élever ses enfants, il va être plus facilement en proie à un stress intense et à un risque de burn-out que les femmes, tout simplement parce que les hommes, ils ont pas été éduqués dans le care, hein. Ils ont pas les codes, ils ont pas ils ont pas été valorisés dans ces rôles-là. Voilà. Donc ça concerne aussi les hommes, mais les femmes sont plus exposées. Les parents qui ne travaillent... Et pardon, oui, donc du coup, je réponds à la question. Vous pouvez me redire, Nathalie, la question de la personne qui demandait au sujet des couples les couples homoparentaux, c'était ça? C'était quoi la question précise? Si les femmes en couple hétérosexuel étaient plus touchées que les couples de femmes par le burn-out. Ouais. Pas forcément, mais ça va dépendre des facteurs de coparentalité. On verra tout à l'heure les facteurs de coparentalité. C'est-à-dire que si les femmes qui sont en couple, 2 femmes partagent parfois, enfin, c'est ce que j'observe dans ma pratique, hein, c'est pas forcément toujours vrai, mais souvent elles partagent plus facilement les tâches de façon plus équitable. Parce que c'est plus facile, c'est plus intégré dans nos codes sociaux. Donc là, il y a une coparentalité qui est plus, plus soutenante, et donc ça diminue le risque. Mais c'est pas le seul. Il y a d'autres facteurs
plus personnelles et plus liées à l'éducation des enfants qui font que c'est pas déterminant. Les parents qui ne travaillent pas ne risquent pas d'être en burn-out parental. À votre avis, est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Quand on ne travaille pas, on ne risque pas d'être en burn-out parental. Je ne vois pas les réponses dans le sondage, donc Nathalie, je vous laisse me dire. Je ne sais pas. Alors, attendez. Je n'arrive pas à le publier. D'accord. Ah, ça y est. C'est bon? Ça a fonctionné ou pas? Écoutez, je ne vois pas pour l'instant de résultats s'afficher. Publié. Est-ce que Vous avez il y a des des votes? Oui, effectivement. Les personnes ont répondu faux à 100%. Oui, ouais, tout à fait. Les parents qui ne travaillent pas sont du coup hyper exposés aux stresseurs de la parentalité. Ils sont parfois le travail est un repos ou un soulagement. Ou, en tout cas, on se change les idées, on change d'univers, on change d'énergie, et ça peut être un soulagement d'aller au travail. Alors que les parents qui ne travaillent pas et qui sont au quotidien à la maison, se culpabilisent de ne pas être au top, se culpabilisent de ne pas avoir le temps de tout faire, se culpabilisent d'être fatigués, voilà. Et ils se mettent une pression beaucoup plus importante que souvent que les autres. Donc ça, ne pas travailler, ce n'est pas du tout protecteur concernant le burn-out parental. Claire indique également dans le chat, sans parler des mamans solo. Sans parler des mamans solo, oui, oui, bien sûr. On va voir juste après les différents facteurs de stress. Les parents informés sur l'éducation ont plus de risques de burn-out parental. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Ce sont beaucoup de votes. C'est assez mitigé dans les tendances. On a 67% des personnes qui ont voté, 70% mettent faux et 30% mettent vrai. Alors, en fait, les parents qui sont très informés sur l'éducation, oui, ils ont plus de risques de burn-out parental, c'est vrai. Parce que plus on est informé, plus on intègre ce fameux idéal parental, ce fameux toutes les connaissances sur la psychologie, sur comment devenir un bon parent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et donc on se met plein de codes, voilà, on a une notion de l'idéal parental qui est très élevée, et voilà, et plus on accumule ces pressions, hein, comme je le disais au début, moins elles sont tenables. Voilà. Plus on veut être parfait, et moins c'est possible. Et voilà. Donc merci de votre participation. Alors, on va voir les principales sources de stress, les principaux facteurs de stress et de survenance du burn-out familial. Donc, les facteurs qui sont liés à la situation familiale, professionnelle et sociale ont une moindre importance. Ça, c'est les études qui ont été menées par l'Institut du burn-out parental. Donc, les familles monoparentales, les familles homoparentales ne sont pas plus à risque statistiquement, hein, après évidemment dans les détails ça peut arriver, mais ne sont statistiquement pas plus à risque que les autres.
La situation professionnelle des parents n'est pas non plus déterminante. Que ce soit des parents qui sont ouvriers, qui sont cadres sup, c'est pas ou qui passent beaucoup de temps à la maison ou peu de temps à la maison, qui travaillent tard le soir ou pas. C'est pas ça qui est déterminant sur le burn-out parental. Et la situation sociale non plus, c'est-à-dire le revenu, le type d'habitat, le lieu. Le lieu géographique d'habitat, l'environnement social, ça n'a pas une importance déterminante. Alors bien sûr, si on cumule beaucoup de facteurs, si par exemple dans la famille on a 3 enfants, dont 2 en bas âge, un enfant qui a un handicap, et qu'en plus on a un boulot qui est très prenant, qui est très difficile, stressant, et qu'en plus, vous voyez, bien sûr, si on cumule tout ça, ça va être, on va avoir des risques de burn-out parental, mais en fait, les études montrent que les 3 types de facteurs les plus déterminants, les plus importants, ils sont de 3 ordres. D'abord, ce sont les facteurs personnels. Donc, on entend par là les compétences émotionnelles, la capacité à réguler ses émotions, et le perfectionnisme. C'est-à-dire, plus on est perfectionniste dans la sphère parentale, et plus on a de risques. Le deuxième type de facteurs, c'est les facteurs qui sont liés à la relation avec l'enfant, donc les facteurs éducatifs. Donc si dans la famille, dans la fratrie, s'il y a beaucoup de disputes, si les enfants désobéissent, s'ils refusent de coopérer, et ça va être, et si ça m'affecte en tant que parent, si je m'énerve, ou si je me culpabilise d'être un mauvais parent, et si j'ai des relations difficiles avec les enfants, ça c'est un facteur de risque de burn-out parental. Et le troisième type de facteur, c'est lié à l'organisation familiale et la coparentalité. Et là, donc, on va parler des tâches domestiques, du partage de la répartition des tâches domestiques et de la charge mentale. Voilà. Donc, on va explorer les types de solutions qu'on peut apporter dans chacun de ces 3 facteurs. Alors, première famille de facteurs, les facteurs de stress personnel, donc régulation émotionnelle et perfectionnisme. Là, les solutions, alors, écrit comme ça, évidemment, je sais que c'est pas facile, que c'est même parmi les choses les plus difficiles, mais ça va passer par là, développer des capacités à réguler ses émotions et à trouver les bonnes réponses au stress. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis bien consciente. Accepter de ne pas être parfait et de ne pas faire les choses parfaitement. Et ça, c'est important de se dire que si mon enfant a une tache sur son t-shirt et qu'il part à l'école, et je m'en rends compte juste au moment où il part à l'école, est-ce que je peux lâcher prise sur ça? Ouais, ok, il a une tache sur son t-shirt, mais est-ce que je peux lâcher prise? Et s'accorder des temps de ressourcement. Et là aussi, il y a beaucoup de parents qui me disent « mais c'est pas possible, je n'ai pas le temps ». Oui, sans doute, vous n'avez pas le temps, mais qu'est-ce que vous pouvez supprimer d'autre? Est-ce que de temps en temps, on peut faire un surgelé ou une pizza au lieu de passer 1 heure à préparer un bon petit repas parfaitement sain, etc. Et prendre ce temps-là pour s'accorder un temps pour respirer, pour aller danser, faire un footing à la piscine, voilà. Voir des copines ou des copains, prendre du temps pour soi. Des questions ou des remarques là-dessus? Bon, n'hésitez pas. Et elle nous indique « apprendre à ne rien faire, c'est dur ». Et ouais, exactement. Pourquoi c'est dur? Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. On a été éduqué à dire on travaille, on fait des efforts, il faut donner le meilleur de soi-même, et voilà. Et quand on respire, on a l'impression d'être inutile et de ne rien faire, et on n'est pas bien avec ça. Je dis on parce que je parle de une majorité de personnes, il faut s'autoriser et se dire que c'est bon, non seulement pour moi, mais c'est bon pour tout le monde. Dans
dans nos formateurs sur le burn-out parental à l'Institut du burn-out parental de Louvain, ils prenaient l'exemple, la métaphore de l'avion et de la, vous savez, quand il y a des turbulences dans un avion, eh bien, on met le masque à oxygène à soi d'abord, parce que si je mets le masque à oxygène sur mon enfant et que moi je m'évanouis par manque d'oxygène, eh ben, qui reste pour s'occuper de mes enfants? Donc, je mets le masque à oxygène à moi d'abord. Et c'est dur en tant que parent de se dire je m'occupe de moi d'abord, parce qu'on a l'impression d'être égoïste, sans doute. Mais c'est parfois nécessaire de s'occuper de soi d'abord pour être capable ensuite de redonner ce qu'on s'est accordé. Ouais, je sais que c'est difficile. Les facteurs liés à... N'hésitez pas à m'interrompre, Nathalie, s'il y a autre chose. Non, pas pour l'instant. Donc, les facteurs liés à la relation avec les enfants. Là, les solutions, ça va être au niveau des pratiques éducatives, ça va être de chercher des pratiques éducatives cohérentes qui sont fondées sur le respect mutuel et sur l'autonomie des enfants. Et là, si vous avez un souci de ce côté-là, eh ben, ne gardez qu'un bouquin ou que 2 bouquins sur comment donner à nos enfants une éducation qui leur permette d'être autonomes et de pratiquer le respect mutuel. Voilà. Bon, moi, par exemple, j'ai dit, j'utilise la discipline positive. Mais il y a d'autres méthodes d'éducation positive à ne pas confondre avec une éducation laxiste. C'est important de pas, voilà, de se dire que les éducations positives ne sont pas laxistes, à condition d'être ferme, de garder le côté fermeté. Voilà. Donc des pratiques éducatives cohérentes, à quoi ça sert? Ça sert à être stable en tant que parent et à développer sa confiance en soi en tant que parent. C'est le deuxième point, mais ça peut être fondé, on peut y arriver en utilisant des pratiques stables. C'est-à-dire que si je décide que mes enfants n'ont pas droit de manger des bonbons après 18 heures, je vous dis n'importe quoi, vous faites comme vous voulez, mais si je décide ça, c'est important de s'y tenir et de ne pas culpabiliser si mon enfant se met à pleurer, à se rouler par terre au supermarché parce que là, maintenant, il veut un paquet de bonbons. Je vais dire, non, c'est comme ça, c'est ça qu'on a décidé et c'est ça que j'applique. Et c'est important de s'y tenir et d'être juste tranquille avec soi-même et de dire oui, c'est dur pour toi, tu as très envie d'avoir un bonbon, mais là c'est comme ça, on a décidé ça et on s'y tient. Et ça, c'est important de ne pas changer d'avis le lendemain, parce que si le lendemain vous êtes plus fatigué et que vous vous dites là je craque, je cède et je lui donne ce qu'il demande, à ce moment-là l'enfant ne sait plus quelle est la règle, et donc il va réessayer, parce que si la règle est floue, l'enfant il va chercher la limite, et donc il va réessayer pour voir où est la limite. Et ça, c'est épuisant. C'est épuisant pour les parents. Voilà. Donc, une pratique éducative cohérente qui vous permet de rester stable et sur votre axe. Donc développer la confiance en soi en tant que parent. Alors ça, je sais que c'est difficile, notamment pour les jeunes parents. Quand vous venez d'avoir un bébé, il y a tout le monde qui vous donne les conseils, les bons conseils à suivre. Et tout le monde va trouver que vous le prenez trop dans les bras, que vous le laissez pleurer trop longtemps ou pas assez longtemps, et que vous faites trop ceci ou pas assez cela. Voilà. Donc ça, là, c'est difficile de développer sa confiance en soi, mais dites-vous que c'est vous, le parent de cet enfant. Et donc, c'est vous qui savez ce qui est bon pour lui. Et c'est vous qui décidez ce qui est bon pour lui. Et voilà. Et c'est comme ça que les enfants se construisent, avec des parents qui sont confiants et qui appliquent des règles
peuvent être, évidemment, c'est bien, hein, enfin, je prône aussi la souplesse, la flexibilité et le lâcher prise quand c'est bon pour vous et quand c'est bon pour la famille. Mais ne pas changer d'avis ou changer de pratique selon les conseils que vous entendez de ci et de là, parce que ça c'est vraiment perturbant et c'est pas voilà, et c'est pas une bonne méthode pour vous et pour vos enfants. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques là-dessus, parce que ça, je sais, enfin, d'expérience, c'est vraiment ces points qui posent question aux parents. Alors effectivement, Elisabeth nous indique que les pratiques éducatives peuvent parfois être différentes au sein même du couple. Oui. Oui. Eh ben oui, c'est sûr que ça facilite pas les choses. Donc, il y a quelques règles à respecter, c'est de ne pas se disputer devant les enfants au sujet des pratiques éducatives. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont votre conjoint a réglé une situation, alors sauf en cas de violence, hein, mais s'il n'y a pas eu de violence et que vous n'êtes pas d'accord, eh ben vous prenez votre conjoint à part, vous attendez que les enfants soient couchés ou que voilà, et vous lui dites là j'ai pas été d'accord. Ça m'a gêné, ça m'a blessé, je trouve que, et on discute. Et c'est important d'ouvrir une discussion sereinement, sans s'accuser l'un l'autre. Et de discuter des valeurs qu'on porte. En tant que parents, on a des valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Et parfois, dans les couples, quand les parents ne sont pas d'accord, alors parfois ils peuvent avoir des valeurs différentes, et donc c'est utile de les explorer ensemble. Et parfois on peut avoir les mêmes valeurs, mais ces valeurs nous conduisent à des comportements différents. Et donc c'est utile de savoir quelles sont les valeurs qu'on partage ensemble, parce que du coup, si on partage certaines valeurs identiques, on peut se dire ok, toi ta valeur je sais pas, de sérieux par exemple, ou de respect, ça va te conduire à exiger de l'enfant qu'il se comporte de telle ou telle manière. Et moi, ma valeur de respect, elle va me conduire à exiger autre chose. Sur quoi on peut se mettre d'accord? Et voilà, c'est la discussion dépassionnée, sereine, peut permettre de se dire ok, sur quoi je suis prête ou prêt à lâcher, de ton côté, sur quoi tu es prête ou prêt à lâcher, et qu'est-ce qu'on peut trouver comme terrain d'entente, voilà, comme pas un compromis, hein, j'aime pas le terme compromis, mais comme solution concertée sur laquelle on peut se mettre d'accord tous les deux. En sachant que parfois, on peut trouver que son conjoint est trop strict ou trop laxiste. Souvent, c'est sur l'aspect de la fermeté. C'est important de se dire que les enfants, ils peuvent apprendre des deux. Ils peuvent apprendre le lâcher-prise ou la souplesse de l'un des parents, et ils peuvent apprendre la fermeté et la fermeté et la rigueur de l'autre parent, et que les deux sont utiles. Voilà. Quand il n'y a pas de violence, hein. S'il y a une violence, là c'est important de dire stop et de dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, sinon si c'est juste sur les pratiques éducatives, ça répond à votre question? Ou ça génère peut-être d'autres questions? Ok. Le troisième point dans la relation avec les enfants, c'est de partager des moments de qualité avec ses enfants. Pourquoi c'est important? Parce que quand on est en stress, quand on est à risque de burn-out ou au bord du burn-out, comme je vous l'ai dit là dans les signaux, il y a plus on perd l'épanouissement, on perd la joie et le plaisir d'être avec ses enfants. Et le meilleur moyen de retrouver ce plaisir et cette joie d'être ensemble, c'est d'instaurer ensemble des moments de qualité. Et voilà, c'est un outil que je vais vous proposer là maintenant.
Alors attendez, oui, hop, je l'ai mis avant. Je reviendrai à la discipline positive juste après. Le temps de qualité, c'est réserver, c'est se donner déjà du temps, un moment dédié pour faire une activité qui plaît à votre enfant, mais aussi qui vous plaît, qui vous fait plaisir à vous. Parce que quand on veut être un parent parfait, un parent idéal, souvent l'écueil, c'est de faire tout pour faire plaisir à ses enfants. Et ça, je l'entends souvent. Et je fais tout pour mes enfants. Je fais tout pour leur faire plaisir. Et moi, je me force. Et ça, on peut se forcer de temps en temps pour faire plaisir à son enfant. Enfin, bien sûr, c'est pas un problème. Mais quand on est très fatigué ou épuisé, c'est pas une bonne idée. Donc, le temps de qualité, c'est un moment où on va pour préparer ce temps de qualité, on peut réfléchir avec ses enfants, on peut leur prendre un papier par exemple, quel que soit leur âge, même s'ils sont tout petits, et puis on l'écrit pour eux. On peut demander, alors toi, qu'est-ce que tu adores faire? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que je l'ai détaillé? Non, je ne l'ai pas détaillé. Qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est quoi qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Et on le note pour l'enfant. On peut faire 2 colonnes ou plusieurs colonnes si on a plusieurs enfants, pour que chacun ait sa colonne de temps de ce qui me passionne et de ce qui me fait vraiment plaisir. Et vous oubliez pas, vous, dans la liste, dans votre colonne à vous, vous pouvez noter, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand on va, je sais pas, quand on va ensemble à la piscine ou quand on fait une marche dans la forêt ensemble. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Et donc, une fois que chacun a fait sa liste ou qu'on a plusieurs listes comme ça, on peut regarder qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, sur quoi on peut s'accorder de temps en temps, ou tous les jours, ou juste une fois par semaine, ou une fois par mois. Alors, il y a on peut faire la colonne de ce qui me fait vraiment plaisir, de ce qui me passionne et de ce à quoi je tiens énormément. Et puis, on peut faire une autre liste sur les temps de qualité qu'on peut trouver dans la vie quotidienne et dans les choses qui me passionnent pas, mais que je fais quand même avec plaisir. Donc, on peut avoir ces 2 listes-là. Et pareil, quand on cherche dans la vie quotidienne, quand c'est le moment, par exemple, de préparer le repas, vous pouvez chercher qu'est-ce qui peut faire plaisir aux enfants dans la participation aux tâches familiales, aux tâches ménagères. Est-ce que toi, ça te fait plaisir de participer à la préparation du repas? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que c'est éplucher les carottes? Est-ce que c'est Est-ce qu'on peut, quand on prépare le repas, est-ce qu'on peut mettre de la musique? Est-ce qu'on peut écouter une histoire et en faire un moment de plaisir intégrer le plaisir dans la vie quotidienne? Des questions par rapport à ça? Marielle nous fait la remarque, alors là, quel problème que de les faire participer. Oui. Alors, les enfants, ils aiment contribuer et ils aiment être reconnus pour leur contribution. C'est moins visible à l'adolescence, mais c'est toujours vrai. Par contre, c'est important de pas présenter les choses comme une corvée ou comme un ordre. C'est important de leur dire d'abord, on est une famille, on est tous ensemble, et donc comment on va contribuer tous ensemble? Qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire? Et ça, on l'abordera aussi dans la slide juste après, sur le partage des tâches. Mais les enfants aiment contribuer à condition que ce ne soit pas un ordre et que, une fois qu'ils ont contribué, vous preniez soin de dire merci beaucoup, ça m'a aidé, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec toi, de passer le balai avec toi, ou de voir que tu as apporté ta pierre aux travaux familiaux. Merci, ça m'a aidé. Donc et quand on prend soin de nourrir de remercier et de dire ce que ça m'a apporté à moi en tant que parent, les enfants se sentent utiles, et ça nourrit
leurs besoins de reconnaissance et leurs besoins d'appartenance familiale. Je reviens un petit peu en arrière sur, voilà, on a parlé des pratiques éducatives cohérentes et fondées sur le respect et l'autonomie. Et donc, un petit mot sur la discipline positive, parce que c'est une méthode d'éducation qui, justement, vise à l'autonomie des enfants et des adolescents, en les aidant à développer les compétences psychosociales ou socio-émotionnelles. Voilà. Et donc, elle leur permet, notamment en nourrissant ce besoin d'appartenance et ce besoin de reconnaissance, elle leur permet de devenir plus autonomes, plus responsables et plus confiants. Et donc le principe, et même si vous ne faites pas d'atelier de discipline positive, souvenez-vous, ces deux principes, c'est important de les associer, la fermeté et la bienveillance. La fermeté, c'est faire valoir vos besoins. Et ça, quand on est en stress parental, quand on est épuisé dans son rôle de parent, c'est important de faire valoir vos besoins de repos, vos besoins de respect et de faire valoir les règles de vie sociale. C'est comme ça, quand on est, quand on mange ensemble à table, eh ben, on regarde pas son téléphone. Voilà, c'est comme ça. C'était la règle de vie sociale qui est imposée à la maison, ou qui est imposée à l'école, quand on marche dans la rue, quand on va au magasin, voilà. Donc, vos besoins vous permettent de rester ferme. Et puis, la bienveillance, c'est être à l'écoute des besoins et des désirs de vos enfants. Et ça, c'est important de les écouter et de reconnaître leurs émotions, et leurs besoins et leurs désirs. Je fais une différence entre désir et envie. L'envie, c'est par exemple, je veux un bonbon, je veux une glace là avant de manger. Bon, ça, c'est une envie qui est passagère et vous êtes tout à fait légitime à dire non. Par contre, un désir de l'enfant, le désir, ça va être quelque chose de plus constructif. Par exemple, l'enfant a des désirs de sociabilisation, de créativité, et ça, ce sont des désirs qui le construisent, et c'est important de leur donner de l'espace, pas forcément au moment où ils le réclament, mais en tout cas de leur donner de l'espace à un moment donné. Voilà. Des questions ou des remarques? Non. Donc, hop, je continue sur les temps de qualité. Alors, le troisième type de facteur sur lequel on peut travailler pour éviter le burn-out parental, c'est les facteurs familiaux, donc la coparentalité et le soutien familial et social. Donc, les solutions pour améliorer ces facteurs de risque familiaux, c'est d'abord d'alléger l'organisation familiale. Parfois, je ne sais pas si c'est votre cas, mais parfois dans les familles, on a une organisation très serrée. Les enfants ils rentrent de l'école, ils prennent un goûter et ensuite ils repartent faire du foot, du tennis, du théâtre, voilà. Et là, bien sûr, vous en tant que parent, il faut les amener, aller les chercher, les amener. Voilà, ça c'est une organisation qui peut être très fatigante, qui peut vous donner l'impression de courir sans cesse et de ne jamais avoir de temps pour vous. Et la première question, quand vous êtes épuisé, c'est comment on peut alléger ça. Et si l'enfant a 3 activités, est-ce qu'on peut réduire? Oui, ça peut être dommage, ça peut être frustrant, mais est-ce qu'on peut alléger? Deuxième point, c'est s'appuyer sur la coparentalité et donc déléguer, partager les tâches. Ça, voilà, j'ai entendu tout à l'heure la remarque de oui, c'est pas forcément facile de partager les tâches, mais c'est important en amont de peut-être faire une liste de toutes les tâches qu'il y a à faire dans la maison, pour les enfants, chaque jour, chaque semaine. On fait une liste et puis à deux, avec son conjoint ou avec peut-être d'autres personnes qui sont là dans la famille. Et les enfants aussi peuvent participer. On peut se dire, tiens, dans tout ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que chacun peut faire? Moi, ça me dérange pas de faire ça. Par contre, je sais pas, ça me dérange pas de faire la vaisselle. Par contre, vider les poubelles, ça me fatigue. Voilà. Donc, qui est d'accord de faire quoi? Et en discuter en amont,
ça permet d'organiser. Une fois que les personnes de la famille se sont chargées d'une tâche et l'effectuent, c'est important de remercier, enfin je l'ai dit tout à l'heure. Avec son conjoint aussi, c'est important de se valoriser en tant que parent. Par exemple, si votre conjoint a particulièrement bien réagi, car par exemple si le petit tombe de vélo et que votre conjoint a eu vraiment la bonne réaction au bon moment, qu'il a dit la bonne parole, qu'il est allé chercher le bon voilà, c'est important de dire waouh, merci, parce que là moi ça m'a stressé, donc tu as bien réagi, ça m'a vraiment soulagé. Se valoriser en tant que parent, on l'oublie trop souvent. Quand on est en stress et qu'on est une chose après l'autre et tout s'enchaîne, on oublie de se valoriser. Et du coup, on risque de perdre le sens et de perdre le plaisir à être parent. Donc ne pas oublier cet élément important. Développer le soutien de l'entourage. Alors il y a des parents qui me disent oui mais moi les grands-parents sont pas là, les cousins sont pas là. Ok, mais vous avez certainement des amis ou des voisins, et souvent les gens comme les enfants, ils aiment contribuer, ils aiment se rendre utiles, et donc de temps en temps ça peut être chouette de solliciter un voisin ou un ami pour accueillir l'enfant une après-midi ou un week-end. Voilà. On a souvent l'impression d'embêter les autres, mais voilà, l'expérience me montre, montre avec toutes les personnes que j'accompagne, que quand on fait appel à la solidarité et au soutien des autres, ça crée des belles relations, et ça crée du soutien et de la confiance et de la joie. Ça permet d'élargir son réseau relationnel. Confier des missions aux enfants, moi j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, comment faire en sorte qu'ils se rendent utiles et qu'ils soient valorisés une fois qu'ils se sont rendus utiles. Des questions ou des remarques sur ces questions, sur ces facteurs familiaux? Lydie nous faisait la remarque que c'était moins évident quand on était seul. Ouais. Voilà, quand on est seul, c'est vraiment important de tisser un réseau d'amis et de voisins pour s'entraider, pour se soutenir. Parce que on n'élève pas un enfant tout seul. C'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin, ça peut tenir quelque temps, mais nous sommes des êtres sociaux, et donc c'est important de ne pas rester seul, même quand on est une famille monoparentale. Donc, ne pas hésiter à faire appel autour de soi. J'ai eu un exemple de parents qui, au sein de l'école, ils avaient créé une petite association pour réfléchir ensemble à comment se soutenir, et ils s'étaient dit en fait on va proposer de prendre un enfant chaque week-end. Chaque week-end, il y a une famille qui accueillait un enfant ou les enfants d'une autre famille, et ça permettait à la famille, au couple, ou à la maman ou au papa seul d'ailleurs, de prendre un week-end tranquille, souffler, aller se promener, et ça permettait à l'autre famille d'avoir un week-end de fête, parce que quand on accueille les enfants des autres, c'est la fête, voilà. Et vous voyez, c'est vraiment important de se rappeler de cet adage africain qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Mettez-le en pratique, c'est vraiment très très précieux. J'avance un petit peu parce que je vois que le temps passe. Donc, un petit outil de discipline positive qui consiste à établir une routine pour confier des tâches aux enfants, et pour éviter d'avoir à dire c'est l'heure de se laver les dents, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait tes devoirs, est-ce que tu as préparé ton sac pour demain, pourquoi tu as encore oublié de te laver les mains avant de manger, etc. Donc créer une routine, ça permet
ça permet à l'enfant de se référer à la routine et ça permet de vous soulager, vous, de ne pas avoir à dire fais ci, fais ça et ensuite fais ci et fais ça, mais de dire qu'est-ce qu'il y a écrit sur ta routine. Et donc, ce qui est important, c'est que la routine, elle doit être construite avec l'enfant. Donc là, on n'a pas le temps de l'explorer, cet outil, mais souvenez-vous que c'est ce qui est essentiel, c'est de s'asseoir à table à côté de l'enfant, de prendre une feuille et de dire, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire avant de se coucher, par exemple, ou qu'est-ce qu'il faut prévoir pour faire tes devoirs, ou voilà, pour toute situation qui est problématique pour vous. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire le matin avant de partir pour aller à l'école, voilà. Et vous établissez une routine. L'enfant sait, s'il se pose pour réfléchir, il sait très bien ce qu'il a à faire. C'est juste qu'au moment du stress, il oublie ou il a envie de faire autre chose et donc il oublie. Donc on s'assoit et puis on prépare ensemble la routine. Et une fois qu'on a listé tout ce qu'il y avait à faire, on le remet dans l'ordre. On dit ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire en premier? En premier, je vais me laver les dents. En deuxième, je fais ça. En troisième, je fais ça. Voilà. Et une fois qu'on a établi cette routine avec l'ordre qui convient à tous les deux, on la met au propre et on peut proposer à l'enfant de la colorier, de l'illustrer. Et du coup, ça devient une fiche décorative qu'on peut laisser sur le frigo, sur le miroir de la salle de bain, là où c'est utile. Et au moment de le faire, vous n'avez plus vous renvoyez l'enfant à sa routine. Ok, ça c'est bon. Pour aller plus loin, alors je sais pas s'il y a d'autres questions, enfin, je vous donne les infos pour aller un peu plus loin. Vous pouvez aller sur le site de l'Institut universitaire du burn-out parental qui s'appelle aujourd'hui, avec ce terme anglais, Training Institute of Psychology and Health, mais qui a toujours la même adresse de site, donc www.burnoutparental.com. Vous aurez plein d'informations, d'outils, de tests. Vous pouvez aussi aller voir le site internet de la discipline positive, donc www.disciplinepositive.fr. Pour ma part, donc, je vous ai mis aussi mon numéro de téléphone et l'adresse de mon site internet, carole-testat-coaching.com. Voilà, vous verrez ce que je propose sur le burn-out parental, sur le stress, sur le handicap et sur les ateliers de discipline positive. Et voilà, peut-être qu'il nous reste quelques minutes s'il y a d'autres questions. Alors, non, pour l'instant, pas d'autres questions. Je voulais juste rappeler à nos participants que dans la touche Apps, vous avez des fichiers que vous pouvez télécharger. Donc, il y a un dépliant Apprendre à se relaxer qui a été édité par Harmonie Mutuelle il y a quelques années. Il y a aussi Cultiver votre bien-être et il y a donc un document édité par Carole, notre intervenante de ce soir, sur le stress parental et tous les conseils qu'elle nous a prodigués ce soir. Donc, vous pouvez télécharger ces documents dans Apps. Voilà. Merci. Voici le moment de nous quitter. Merci de votre participation. Quand nous allons interrompre le webinaire, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le compléter. Vous recevrez aussi automatiquement le replay du webinaire, puisque j'ai vu dans le chat que les personnes ont dû nous quitter pour des contraintes. Espérons que ces contraintes ne soient pas trop graves. Merci Nathalie pour ton intervention. Merci Carole pour votre intervention aussi. Et je note un point qu'une femme, alors je ne vais pas dire que le divorce lui a simplifié la vie. Alors, je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, pour une personne, ça a été la solution. Quand vous avez des problèmes, n'hésitez pas, ne restez pas seul. C'est la solitude qui fait sombrer. Je vous remercie. Nous vous remercions pour ce bon moment. Et à très bientôt pour nos prochains webinaires. Merci beaucoup. À bientôt.